Dans cet épisode, nous allons voir comment réaliser les 10 étapes de correction de vos photos dans Capture One. Grâce à ces 10 étapes, vous allez obtenir des photos qui correspondent à ce que vous avez vu lors de la prise de vue. Les traitements créatifs seront vus dans un prochain épisode. Cette liste me permet de garder de la cohérence dans toutes mes retouches photos. Je sais où commencer et où finir, ce qui me permet d'être efficace et de savoir quand m'arrêter pour le traitement d'une image. Avant de se lancer dans tout le détail, voici la liste pour que vous sachiez où on en est. Première étape, les corrections de l'objectif. Deuxième étape, les corrections des perspectives et de l'horizon. Troisième étape, le recadrage de la photo. Quatrième étape, la balance des blancs. Cinquième étape, le point noir et le point blanc. Sixième étape, l'exposition de la photo. Septième étape, le contraste. Huitième étape, corriger les couleurs. Neuvième étape, les ajustements localisés. Et dixième étape, les finitions, la netteté et la réduction du bruit. Et commençons tout de suite avec la première étape, les corrections de l'objectif. Dans Capture One, les corrections de l'objectif se font dans le panneau Objectif grâce à l'outil Correction de l'objectif. Ici, vous allez pouvoir indiquer le profil de l'objectif avec lequel vous avez pris votre photo. Capture One sait aussi reconnaître votre objectif automatiquement. Lorsque vous renseignez le profil de votre objectif, Capture One va apporter automatiquement des corrections pour compenser les défauts de votre objectif, comme les déformations, le vignettage, ce sont les coins sombres de votre image, et les aberrations chromatiques. Ce sont les franges de couleurs qui apparaissent sur les zones de fort contraste. C'est important de commencer par cette étape car le vignettage va jouer sur l'exposition de votre photo. Si je remets cette photo en profil générique, on voit que l'image est un peu déformée dans les coins. En activant le profil de mon objectif, Capture One corrige cette déformation. Et je retrouve aussi un peu de vignettage, ce qui est normal à pleine ouverture à f2.8. Vous pourrez ensuite choisir de garder ou de réduire cet effet de vignettage grâce à l'outil affaiblissement de la lumière. Ici, je choisis de garder cet effet pour que l'attention soit portée vers le centre de l'image. Deuxième étape, correction des perspectives et de l'horizon. Ici, sur cette photo, on peut se servir de la ligne horizontale de la table pour redresser l'image. Pour cela, on peut aller chercher l'outil redresser qui se situe au-dessus de la photo, ou grâce au raccourci clavier R. Pour utiliser cet outil, il faut placer 2 points sur une ligne pour indiquer au logiciel que l'on veut que cette ligne soit horizontale. Je place donc un point à gauche puis un point à droite et Capture One va redresser ma photo. Sur cette photo d'un bord de mer, je peux aussi redresser mon horizon avec ce même outil. Cet outil permet de s'assurer que les lignes horizontales soient bien horizontales. L'outil suivant, correction de perspective, permet quant à lui de corriger les lignes verticales. Sur cette photo d'un petit port proche de Marseille, je veux corriger les mâts des bateaux qui ne sont pas droits sur la gauche à cause de la déformation de l'objectif, ce qui arrive souvent avec des objectifs grand angle. L'outil correction des perspectives verticales se trouve aussi au-dessus de la photo ou avec le raccourci clavier K. Une fois que vous avez cliqué sur cet outil, vous voyez apparaître 2 lignes verticales avec 4 cercles. Vous pouvez alors positionner les 4 cercles sur les lignes verticales que vous souhaitez redresser. Ici, je vais positionner une ligne verticale sur le mât de ce bateau à gauche et ensuite, je vais positionner la deuxième ligne verticale sur le mât de ce bateau à droite. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur Appliquer pour que Capture One redresse l'image. Comme vous le voyez, cet ajustement va recadrer votre photo et nous faire perdre tous les bords de l'image. Donc à vous de voir si le rendu est acceptable pour votre photo. Passons ensuite à la troisième étape, le recadrage de la photo. Le recadrage de la photo va nous permettre de supprimer les parties inutiles de notre image et aussi de retravailler notre composition. L'outil de recadrage se trouve aussi au-dessus de la photo ou avec le raccourci clavier C. En cliquant et en restant appuyé, vous pourrez faire apparaître un certain nombre d'options. Vous avez ainsi le choix entre plusieurs formats d'images. Vous pouvez choisir de maintenir le format original, ce qui bloquera le ratio hauteur sur longueur, ou choisir un format non imposé, avec lequel vous pourrez choisir le ratio hauteur sur longueur que vous souhaitez. Vous pourrez aussi choisir des formats d'images carrés, panoramiques et ainsi de suite. Tous ces réglages sont en lien avec les ratios d'aspect, aussi appelés formats d'image, de votre photo. Et nous allons reparler de ces ratios d'aspect ou formats d'image dans le module créatif et nous verrons l'impact créatif de ces choix. Et nous allons maintenant rentrer dans les réglages qui vont modifier le rendu de vos images. Et nous passons à la quatrième étape, la balance des blancs. L'outil de balance des blancs va fonctionner de la même façon que la balance des blancs de votre appareil photo. Le but ici va être de faire en sorte que les couleurs blanches de votre image soient réellement blanches. Si vous prenez vos photos au format RAW, vous allez pouvoir changer ce réglage de la balance des blancs autant que vous le souhaitez, ce qui vous donne beaucoup de contrôle si jamais la balance des blancs que vous avez faite à la prise de vue n'est pas correcte.
Ici, gardez en tête que si vous faites des photos au format JPEG, vous aurez moins de latitude pour modifier la balance des blancs. Si vous tirez trop sur ce réglage, vous risquez de dégrader la qualité de vos photos. Vous pouvez accéder à l'outil Balance des blancs dans le panneau Exposition de Capture One. Avec le premier menu déroulant, vous allez retrouver les pré-réglages disponibles dans votre appareil photo. Lumière du jour, ombre, nuage, lumière tungstène, lumière fluorescente et flash. Ces pré-réglages correspondent à différentes températures de couleur en fonction de votre scène. Ensuite, en dessous, vous allez trouver un curseur qui va vous permettre d'ajouter plus de bleu dans votre image ou plus de orange. Pour rappel, la lumière du jour est aux alentours de 5000-5500 degrés Kelvin. Je vais donc rentrer manuellement la valeur 5500 pour modifier ma balance des blancs, ou je peux choisir la valeur lumière du jour dans le menu déroulant, et ainsi voir le rendu que je préfère. Je vais choisir ici la valeur 5500, j'aime bien les tons légèrement plus chauds que donne ce réglage. Ensuite, le dernier curseur est la valeur de nuance, aussi appelée teinte dans votre appareil photo. Ce curseur permet de corriger les teintes de couleur verte de vos photos en ajoutant du magenta, ou les teintes de couleur magenta en ajoutant du vert. Vous pouvez aussi utiliser l'outil pipette qui vous permet de cliquer sur une couleur neutre de votre image pour faire votre balance des blancs. Si je prends cette photo d'un bord de mer, je peux cliquer sur le ciel qui est un peu gris-bleu avec la pipette. Je vois alors que Capture One réchauffe pas mal cette image. Et si je fais un avant-après, c'est vrai que cette photo comportait une teinte globale qui tirait vers les bleus. Avec la pipette, le but va être d'aller chercher des couleurs blanches de votre image ou des couleurs qui présentent un gris clair. Ainsi, Capture One va savoir qu'il doit corriger votre photo pour faire en sorte que la couleur visée soit du blanc ou du gris clair. Et avec cette correction de balance des blancs, je retrouve les couleurs chaudes des rochers. Cette photo a été prise en début d'après-midi, on retrouve donc la sensation d'être en plein soleil. Et si jamais je trouve les couleurs trop chaudes, je peux toujours revenir sur le curseur Kelvin pour diminuer un peu la valeur. Et j'en pense qu'on est pas mal à 6000 Kelvin. Cinquième étape, le point noir et le point blanc. Ensuite, j'aime bien positionner le point noir et le point blanc de l'image. Cet ajustement va vous permettre d'obtenir des tons foncés plus riches et plus profonds et des tons clairs plus éclatants. Pour cela, l'outil niveau va vous permettre d'étirer votre histogramme afin que les points les plus sombres de votre image deviennent les points de couleur noire. Vous allez ainsi avoir de vraies couleurs noires dans votre image et idem pour les zones claires. Vous allez forcer les pixels les plus clairs à devenir des points blancs. Ainsi, vous allez avoir de vraies couleurs blanches dans votre image. Cet outil niveau corrige les couleurs enregistrées par l'appareil photo qui tendent vers le gris sombre dans les ombres et qui donnent un aspect délavé à vos photos, et les couleurs claires de nos photos qui tendent vers le gris et qui donnent un aspect terne. Ici, je vais chercher à optimiser la répartition de mon histogramme. Sur cette photo d'un paysage de neige, je vois que mon histogramme présente une zone complètement inutile à gauche, ce qui veut dire que j'ai très peu de tons foncés dans l'image. Et j'ai aussi une petite zone non utilisée à droite, ce qui veut dire que j'ai très peu de pixels dans les hautes lumières. Pour commencer, je fais toujours un essai avec la fonction automatique de cet outil qui fait souvent un premier très bon travail. En cliquant dessus, je vois que mon histogramme a été redistribué et étiré pour être bien réparti sur toute la plage tonale. Ce qui me permet d'avoir une photo avec beaucoup plus de peps. Si je fais un avant-après, regardez l'intensité du ciel, ça n'a rien à voir. Capture One a forcé les valeurs des pixels gris moyens à devenir plus sombres et les pixels gris clairs sont devenus blancs. On passe ainsi d'une photo avec un rendu plutôt fade à une photo avec un rendu beaucoup plus agréable et dynamique. Cet outil niveau permet de faire un premier travail sur le contraste de votre image. On passe maintenant à la sixième étape, l'exposition de la photo. Après avoir travaillé les niveaux de la photo, on va pouvoir travailler l'exposition globale de l'image. Pour cela, on va pouvoir utiliser les curseurs exposition, luminosité, haute lumière et ombre. Tout d'abord, commençons par le curseur exposition. Le curseur exposition va permettre de gérer l'exposition globale de votre image. En déplaçant le curseur à droite, vous allez éclaircir votre image et en déplaçant le curseur à gauche, vous allez assombrir votre image. Ce curseur exposition fonctionne de la même façon que vos réglages d'exposition dans votre appareil photo. Si vous augmentez le curseur de 1 stop, aussi appelé 1 IL, c'est comme si vous augmentiez d'1 stop votre exposition avec les réglages de temps de pause, d'ouverture de l'objectif et des ISO. Vous pouvez retourner voir l'épisode 2.5 dans le module technique pour revoir toutes ces notions sur l'indice de lumination. Je laisse le curseur contraste de côté, je préfère utiliser les courbes qui donnent plus de contrôle sur le rendu du contraste de l'image. Ensuite, le curseur luminosité. Le curseur luminosité est très efficace pour affiner votre réglage d'exposition. Le curseur d'exposition va être assez brutal et va augmenter l'exposition globale de votre photo. Et si certaines zones deviennent trop claires, ce curseur d'exposition ne fait pas attention et ces zones finiront complètement blanches et complètement cramées.
Le curseur luminosité, lui, va être beaucoup plus doux. Vous allez ainsi pouvoir éclaircir votre image, mais ce réglage va préserver les hautes lumières et éviter qu'elles ne deviennent complètement blanches. Ensuite, le curseur des hautes lumières. Ce curseur va jouer uniquement sur l'exposition des hautes lumières. Vous allez ainsi pouvoir rattraper les hautes lumières si celles-ci sont trop claires, ou les éclaircir si elles vous paraissent trop sombres. J'utilise quasiment systématiquement ce curseur pour rattraper des ciels trop clairs ou toute zone trop claire de mes photos, ce qui me permet ainsi d'augmenter la plage dynamique de ma photo. Et enfin, le curseur des ombres. Ce curseur va jouer uniquement sur l'exposition des zones sombres de votre image, aussi appelées les ombres. Vous allez ainsi pouvoir assombrir les ombres si celles-ci vous paraissent trop claires ou les éclaircir si elles vous paraissent trop sombres. Je trouve que cette image est bien équilibrée dans son exposition et si je regarde l'histogramme, je vois qu'il est bien réparti sur toute la plage tonale. Là aussi, je laisse de côté les curseurs blancs et noirs car ils permettent de gérer le point noir et le point blanc qu'on a pu travailler grâce à l'outil Niveau. Et je trouve que l'outil Niveau est plus visuel dans son utilisation et donne plus de flexibilité. C'est pour ça que je préfère l'utiliser. Et pour finir le travail de l'étape 6 sur l'exposition, j'aime bien, après avoir retravaillé mon exposition, refaire un ajustement de mes niveaux pour être sûr que mon histogramme reste bien optimisé. Pour cela, j'appuie sur le réglage automatique des niveaux et je vois si Capture One me propose une nouvelle modification. Et avant de passer à la suite, faisons un petit point sur l'intention de la correction d'exposition. Rappelez-vous que quand vous travaillez votre exposition, c'est aussi pour aider à la lecture de l'image. Les zones claires vont attirer le regard en premier. Donc vérifiez bien que les zones les plus claires sont les zones sur lesquelles vous voulez attirer l'attention. Autrement, vous pourrez utiliser le curseur haute lumière pour réduire la luminosité de ces zones, et si vous n'êtes pas encore satisfait du rendu, alors vous corrigez cela grâce aux outils d'ajustement localisé de l'étape 9. Ensuite vient la 7e étape, le contraste. Pour travailler le contraste, je préfère utiliser les courbes plutôt que le curseur de contraste. Avec ce curseur, je peux seulement décider d'ajouter ou d'enlever du contraste global, ce qui n'est pas très fin. C'est pourquoi on va se diriger vers cet outil courbe. Cet outil est très puissant et nous verrons en détail comment l'utiliser dans un épisode dédié. Pour le moment, nous allons seulement utiliser la courbe Luma. L'avantage de cette courbe, c'est que nous allons pouvoir travailler les tonalités de la photo sans influer sur les couleurs et la saturation des couleurs. Autrement, avec la courbe RVB, lorsqu'on assombrit les tons sombres, on donne plus de densité à la couleur et les couleurs saturent plus vite. Donc on se met dans l'outil courbe Luma et ici, pour créer du contraste, l'approche va être toute simple. On va positionner un point au milieu de la courbe pour fixer cette zone et ensuite on va positionner un autre point dans la partie des ombres et en maintenant et en faisant glisser ce point vers le bas, on va assombrir cette zone de l'histogramme. Plus on va tirer notre point vers le bas, plus la zone va devenir sombre et plus on va ajouter du contraste. Et on va ensuite faire la même chose dans la zone des hautes lumières. On ajoute un point et on le tire légèrement vers le haut pour éclaircir toute cette zone de l'image. C'est ce qu'on appelle créer une courbe en S. Le point central permettra de préserver les tonalités des tons moyens et si vous voulez modifier la luminosité de ces tons moyens, vous pourrez monter ou baisser ce point pour corriger l'ambiance globale. Après avoir travaillé avec cet outil courbe, on peut aussi utiliser l'outil clarté. Cet outil clarté va permettre d'ajouter du contraste dans les tons moyens uniquement, sans toucher aux zones d'ombre et aux zones des hautes lumières. C'est donc un curseur de contraste localisé pour les tons moyens. En ajoutant de la clarté, vous allez pouvoir donner plus de mordant à votre image. Et en retirant de la clarté, vous allez pouvoir donner plus de douceur à votre image. Et une fois que vous êtes satisfait du contraste global de votre image, on peut passer à la suite. Et dans le déroulé, on arrive maintenant à 2 étapes spécialisées. 8e étape, corriger les couleurs. Dans cet épisode, j'indique seulement cette étape dans le déroulé et l'ordre des traitements que l'on peut faire. La gestion des couleurs pour vos photos est un vaste sujet que nous verrons plus en détail dans l'épisode suivant. 9e étape, les ajustements localisés. Les ajustements localisés vont nous permettre de faire des corrections très fines de l'exposition de notre image. Et comme pour les couleurs, nous prendrons le temps de voir plus en détail les ajustements localisés dans les épisodes suivants. Et on arrive cette fois à la dernière étape, la 10e étape, les finitions, la netteté et la réduction du bruit. La dernière étape avant de pouvoir exporter vos photos sera la netteté et la réduction du bruit. Ces 2 outils se trouvent dans le panneau Détail de Capture One. La netteté va augmenter artificiellement le micro-contraste de l'image pour lui donner une perception plus nette. Faites très attention à l'utilisation de ce curseur car en ajoutant trop de netteté, vous allez donner un aspect très artificiel à vos images. J'aime bien rester entre 200 et 300 comme valeur, ce qui booste légèrement le piqué de l'image sans être trop visible. Quand vous prenez vos photos avec une valeur élevée pour vos ISO, vous allez introduire du bruit dans vos images. La réduction du bruit va permettre de réduire ce bruit en lissant les zones d'aplat de couleur, là où le bruit pourrait être plus visible. Généralement, en dessous de 500 ISO dans mon appareil photo, je n'utilise pas la réduction du bruit.
Et quand j'utilise ce réglage, je fais là aussi attention à ne pas trop en mettre au risque de donner un aspect plastique à mes photos. J'essaie de rester entre 50 et 70 lorsque j'ajoute de la réduction du bruit grâce à ce réglage. Ça y est, nous avons parcouru les 10 étapes pour travailler vos photos. Avec les étapes vues dans cet épisode, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour que vous puissiez travailler vos images et obtenir de super résultats. Les 2 étapes que l'on verra dans les prochains épisodes sont des réglages un peu plus avancés et c'est pourquoi je propose 2 épisodes dédiés pour approfondir ces 2 étapes. Une fois que vous avez parcouru cette liste d'étapes, qui va vous demander plus ou moins de travail en fonction des réglages que vous aviez fait lors de votre prise de vue, vous serez prêt à exporter vos photos. On va s'arrêter ici pour cet épisode et si vous avez des questions, comme toujours, surtout n'hésitez pas. Ciao!